Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce vendredi 5 juillet. En Grèce, les électeurs sont appelés aux urnes dans 2 jours. Les conservateurs sont donnés grands favoris de ce scrutin dont la campagne a été centrée sur l'économie. L'explosion d'une voiture a fait plusieurs morts au sud de la Turquie, près de la frontière syrienne. Les autorités disent privilégier la piste terroriste. En France, Dieudonné condamné à 2 ans de prison ferme. Le polémiste était accusé de fraude fiscale, de blanchiment d'argent et d'abus de biens sociaux. Et puis à Bruxelles, place à l'économie circulaire grâce au projet de Brasseur qui utilise des invendus et recycle aussi tous les produits de l'orge. En Grèce, les élections anticipées sont prévues ce dimanche. Ce soir, le parti Syriza tient son dernier meeting et fait campagne jusqu'au bout pour tenter de déjouer les pronostics. Les conservateurs sont donnés grands favoris du scrutin après le revers infligé à la gauche lors des européennes. Une marée de drapeaux grecs et le Parthénon comme décor naturel. Kyriakos Mitsotakis achève sa campagne électorale à Athènes. Le dirigeant du parti conservateur Nouvelle Démocratie caracole largement en tête dans les sondages à 2 jours de législatives anticipées. Après 4 années de gouvernance du parti de gauche Syriza, les Grecs devraient faire le choix de l'alternance. Malgré la canicule à Athènes, les partisans de la Nouvelle Démocratie sont venus au rassemblement de Kyriakos Mitsotakis. Il y a beaucoup d'excitation, de passion, d'envie de gagner pour les partisans de la Nouvelle Démocratie. La renaissance de la Grèce ne viendra que par un gouvernement fort, qui sera soutenu par une large majorité de la population. Pour que nous puissions prendre les bonnes décisions et obtenir des résultats rapides, mais aussi pour que nous puissions parler à nos partenaires avec le mandat d'une nation entière. C'est le mandat que je vous demande ce dimanche. Kyriakos Mitsotakis a fait de l'économie son cheval de bataille. Au programme relancer la croissance, créer des emplois, attirer davantage d'investisseurs étrangers en baissant les impôts pour les entreprises. S'il est élu, il se dit prêt à affronter dès lundi ses partenaires européens lors du prochain Eurogroupe. L'économie a donc été au cœur de cette campagne électorale en Grèce. La population a payé un lourd tribut à la crise et voudrait aujourd'hui tourner la page des années d'austérité. Olivier Peggy. Quelle que soit l'issue du vote ce dimanche, une chose est sûre, le prochain gouvernement grec n'aura pas la tâche facile sur le plan économique. Certes, après des années d'austérité, le pays relève la tête, mais la croissance n'est pas aussi soutenue qu'espérée. Les réformes engagées, souvent sous la contrainte des bailleurs de fonds, ont commencé à porter leurs fruits, mais il y a encore du pain sur la planche. C'est ce que dit le président de la Chambre de commerce. Les défis à relever désormais concernent la fiscalité et les cotisations sociales, les dépenses publiques qu'il faut rationaliser, le secteur bancaire qu'il faut sécuriser et les marchés qu'il faut alimenter en liquidité. La situation est donc mitigée. C'est vrai notamment sur le marché de l'emploi, avec un taux de chômage autour de 18%, le taux le plus élevé de la zone euro. Le pays a besoin d'investissements pour créer des emplois. Les marchés financiers tablent sur une consolidation de la croissance. Mais il y a quand même des interrogations, notamment pour savoir si le futur gouvernement aura réellement les moyens de consolider cette croissance. Et ça, on le saura dans les prochaines semaines et les prochains mois. Για να γυρίσει η χώρα αναπτυξιακά και αυτό είναι ένα θέμα των πρώτων ουσιαστικά πολύ λίγων μηνών. En 10 ans, le pays a connu 3 plans de sauvetage qui se sont traduits par des mesures drastiques, notamment pour assainir les finances publiques. Mais il faut aller encore plus loin, estime ce conseiller fiscal. La surtaxation et l'évasion fiscale constituent les 2 faces d'une même pièce. Il faut donc régler ce problème et pour ce faire, nous devons rapidement développer davantage les paiements électroniques. C'est crucial pour notre économie. Même si elle est précaire, l'embellie économique est bien là, de quoi donner un peu d'air à une population
fatigués de se serrer la ceinture. Une voiture a explosé aujourd'hui dans le sud de la Turquie, près de la frontière syrienne, et fait plusieurs morts. Sur place, les autorités privilégient le scénario d'un acte terroriste. L'explosion d'une voiture dans le sud de la Turquie a tué 3 Syriens ce vendredi. Sur ces images, une épaisse fumée s'échappe de la voiture alors que les pompiers tentent d'éteindre l'incendie. Selon l'agence de presse gouvernementale Anadolu, l'explosion a eu lieu aux alentours de midi heure locale, à moins d'1 kilomètre des bureaux du gouverneur du district de Reyhanli, qui se situe près de la frontière syrienne. D'après le président Erdogan, les premiers éléments laissent penser qu'il s'agit d'un acte terroriste. Selon lui, la présence d'une bombe dans la voiture ne fait aucun doute. Le chef de l'État a ajouté que le gouvernement transmettrait des informations supplémentaires dans les heures à venir. En mai 2013, une double explosion à la voiture piégée dans ce même district de Reyhanli avait tué plus de 50 personnes dans l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire moderne de la Turquie. L'adhésion à l'Europe de plusieurs pays des Balkans occidentaux a été au cœur des discussions lors du sommet qui s'est tenu aujourd'hui en Pologne. Mais pour la Macédoine du Nord et l'Albanie, il faudra attendre plusieurs mois avant de savoir si des négociations s'ouvriront. Le sommet des pays des Balkans occidentaux s'est achevé à Poznan en Pologne après 2 jours de travaux. Ce rendez-vous est l'occasion d'évoquer le processus d'adhésion à l'Union européenne pour les pays de la région. Ce processus est lent, trop lent aux yeux de plusieurs dirigeants de ces pays. Ainsi, pour la Macédoine du Nord et l'Albanie, le Conseil européen a récemment décidé de repousser à octobre sa décision d'ouvrir ou non les négociations d'adhésion. Il ne faut pas y voir un abandon des négociations, a souligné la chancelière allemande. On sait que le processus d'adhésion est très long, il nous faut du temps pour définir le type de coopération. Cela n'entre pas en contradiction avec une adhésion future. De son côté, le Premier ministre polonais, hôte de ce sommet, s'est voulu optimiste pour ces pays des Balkans. J'ai la ferme conviction que leur intégration va progresser rapidement et que ces pays feront bientôt leur entrée au sein de l'Union européenne. Ce sommet des pays des Balkans occidentaux est un rendez-vous annuel institué en 2014. Il réunit 10 États membres de l'UE, dont la France, et 6 États des Balkans, la Serbie, le Kosovo, l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Le président de la Commission européenne devrait bientôt laisser son fauteuil à Ursula von der Leyen si le Parlement le confirme. Mais Jean-Claude Juncker s'est montré critique envers la façon dont s'est réglée sa succession, jugée peu transparente. Guillaume Petit. Il quittera son poste dans moins de 4 mois, mais Jean-Claude Juncker n'a pas encore dit son dernier mot. Le président sortant de la Commission a taclé le Conseil européen ce jeudi à Helsinki, lors du lancement de la présidence finlandaise de l'Union européenne. Selon lui, les 28 ont manqué de transparence dans les négociations qui ont conduit au choix de l'Allemande Ursula von der Leyen pour le remplacer. Chaque groupe représenté au Parlement avait pourtant un chef de file candidat à la présidence de la Commission, une manière de coller aux résultats des européennes. Oui, le processus n'était pas très transparent. Le processus qui a conduit à ma nomination en 2014 l'était, parce que nous avions des chefs de file. Et tout le monde connaissait l'issue si tel ou tel parti arrivait en tête au niveau européen. Malheureusement, ce processus n'est pas devenu une tradition. Jean-Claude Juncker, qui s'est entretenu avec Ursula von der Leyen, s'est pourtant dit sur Twitter ravi d'accueillir bras grands ouverts une vraie européenne. Mais cette diplomatie chaleureuse ne fait pas taire les critiques à Bruxelles. Madame von der Leyen a de bonnes compétences, mais ce processus de décision qui a conduit à ce choix est un retour en arrière pour l'Europe, parce que ce processus s'est déroulé derrière des portes closes. Le Parlement européen ne s'est pas non plus couvert de gloire, quand par exemple un camp et le mien également disent « Eh bien non, on rejette ce candidat ». Pour être confirmée à la tête de la Commission, Ursula von der Leyen doit rallier une majorité absolue au Parlement. Pour ce faire, il lui faudra obtenir les faveurs des conservateurs, mais aussi des socialistes et des libéraux centristes. Pas sûr que le Parlement, et en particulier les sociaux-démocrates, lui ouvrent les bras grands ouverts après que leur chef de file se soit vu fermer la porte au nez.
Les autorités maltaises ont désamorcé une nouvelle passe d'armes entre les navires humanitaires et l'Italie. Elles vont assurer le transfert d'une 50aine de personnes secourues en mer en contrepartie d'un geste de Rome. Les explications de Sandrine Delorme. Le navire humanitaire de l'ONG italienne Mediterranea n'accostera pas à Lampedusa. Le gouvernement maltais a mis fin au nouveau bras de fer qui se profilait entre les sauveteurs de migrants et Rome. Malte envoie un navire militaire chercher la 50aine de personnes secourues jeudi après-midi par le bateau Alexenko. En échange, l'Italie accueillera 50 migrants déjà sur l'île de Malte. Nous les avons trouvés sur un canot pneumatique qui flottait encore. Mais le problème, c'est qu'ils étaient dans la zone de recherche libyenne. Une vedette des gardes-côtes libyens arrivait. On a dû se dépêcher de les faire monter à bord. Ces dernières semaines, des dizaines de candidats à l'exil tentant de rallier l'Italie depuis l'ouest de la Libye ont été secourus au large de la Tunisie. Mardi, une embarcation avec plus de 80 migrants à bord a fait naufrage et des dizaines de morts sont à craindre. Guinéens, Ivoiriens, Burkinabés et Maliens ont passé 2 jours dans l'eau, accrochés au reste de leur canot avant d'être secourus. Un jeune Malien, désormais dans un centre d'accueil à Tunis, témoigne. On a pris un petit bois qui était en bas du bateau. Nous 4 personnes, on a assis à ça. Et en ce moment-là, on a fait 2 jours dans ça. On était assis à cette planche. Souleymane a été sauvé in extremis avec 3 autres naufragés par un bateau tunisien. L'un d'entre eux est mort à l'hôpital, l'autre est dans un état critique. En France, l'incendie de Notre-Dame a-t-il généré une pollution au plomb? C'est ce qu'affirme Mediapart, qui évoque des taux anormalement élevés de cette substance nocive dans l'air parisien. Le site brandit des chiffres qui viennent contredire les estimations des agences sanitaires. Malia Coutan. Le sinistre de Notre-Dame de Paris aurait-il déclenché un incident sanitaire? C'est ce que révèlent les journalistes de Mediapart. Le 15 avril dernier, la cathédrale était ravagée par les flammes, ce qui a libéré une quantité importante de plomb se trouvant dans la toiture, la flèche ainsi que les vitraux. Même si l'Agence régionale de santé Île-de-France a annoncé qu'une enquête environnementale n'avait pas fait état d'un taux trop alarmant, Mediapart révèle tout de même que la quantité de plomb présente serait 400 à 700 fois supérieure au seuil autorisé. Les journalistes accusent donc l'agence d'avoir voulu dissimuler les chiffres pour ne pas alerter la population. L'ARS n'a pas répondu directement à ces accusations, elle assure simplement avoir communiqué en toute transparence depuis le 15 avril dernier. Elle continue d'appeler les riverains à des mesures de précaution comme se laver les mains régulièrement. Les enfants en bas âge et les femmes enceintes sont invités à ne pas se rendre à proximité de la cathédrale. L'agence s'est voulue rassurante en annonçant qu'il n'y avait pas de risque lié à l'absorption de plomb lors de l'inhalation. Pourtant, en juin dernier, un enfant était diagnostiqué avec un taux trop important dans le sang. L'ARS avait alors rappelé les règles d'hygiène et précisé que les facteurs d'exposition au plomb avaient tout de même très largement disparu. Mais un contact persistant avec le plomb peut provoquer différents troubles de l'organisme. L'accès à la cathédrale et aux lieux à proximité sont toujours interdits au public. La justice française a prononcé une peine de prison à l'encontre de Dieudonné. Le polémiste était notamment accusé d'avoir détourné plus d'1 million d'euros de recettes absentes de sa comptabilité. Il devra aussi s'acquitter de 200 000 euros d'amende. Olivier Peggy. En France, le polémiste Dieudonné condamné à 2 ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Le tribunal correctionnel de Paris a considéré que Dieudonné et sa compagne avaient détourné plus d'1 million d'euros. Cela correspond à des recettes de spectacle qui avaient été volontairement non comptabilisées par leur société de production. En plus des 2 ans de prison ferme, Dieudonné écope d'1 an de prison avec sursis et 200 000 euros d'amende. Le tribunal a dénoncé, je cite, des infractions plurielles commises entre 2009 et 2014 par un homme aux très nombreux antécédents, tant fiscaux que judiciaires. Fin de citation. Ni le polémiste ni sa compagne n'étaient présents à l'audience. En revanche, un de leurs avocats a annoncé qu'il allait faire appel de ce jugement et de dénoncer, je cite, une justice instrumentalisée par le pouvoir politique. Dieudonné a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour des propos antisémites. Bon, à bientôt. Rien ne se perd pour cette société belge qui utilise des invendus. Ces brasseurs n'hésitent pas à jouer sur les saveurs en fonction des arrivages et leur production sert aussi à fabriquer du pain. Grégoire Laurie. Des fûts de bière pour éviter le gâchis alimentaire. Les entreprises cherchent à innover pour réutiliser tous ces produits qui partent à la poubelle. C'est le cas du Brussels Beer Project ou Projet Bière Bruxelles qui applique le principe de l'économie circulaire.
La société utilise les invendus de pain pour en faire une bière socialement responsable. Qui dit économie circulaire dit une boucle, et donc on a voulu boucler la boucle d'orge en recyclant nos drèches, qui sont le résidu des céréales, pour en faire de la farine, pour en faire du pain, grâce à des boulangers bruxellois. Et donc avec du pain, on peut faire de la bière, et avec de la bière, on peut faire du pain. Ce sont 10 tonnes de pain qui sont ainsi recyclées chaque année. D'autres entreprises ont suivi cet exemple au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Cette compétition pousse à être toujours plus créatif. On est dans une démarche ultra expérimentale chez Brussels Beer Project. On a brassé avec des pommes invendues par exemple, on a brassé, et c'est très bruxellois, avec des spéculoos invendus. Et donc voilà, l'idée c'est de toujours se réinventer. Lutter contre le gaspillage alimentaire est l'une des priorités du plan européen en faveur de l'économie circulaire. Chaque année, environ 20% des produits alimentaires dans l'Union européenne sont ainsi perdus. Un gâchis social, environnemental et économique. C'est la fin de ce journal préparé par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous.